mortalité, et ici la température externe maximum. Eh bien, la courbe a une forme de U, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle un optima thermique, qui est autour de 20 degrés dans la région parisienne et autour de 24 degrés dans la région marseillaise approximativement. Avec deux extrêmes, l'extrême, le froid, l'augmentation, et puis le chaud, l'autre bout, vous voyez, avec des mortalités très très élevées dans les températures maximum. Ça, c'est la courbe, je dirais presque normale, de l'épidémiologie normale en France. Il y a un deuxième aspect qui est plus intéressant, c'est celui-là. Ce sont les variations annuelles de la mortalité en fonction de la température. On prend la température minimale, ici ça pourrait être la maximale, ça revient à peu près au même, de 1984 à 1990. Avec ici les canicules d'été, pardon, les pics d'hiver, vous voyez en grosse flèche noire, et en rouge les canicules d'été. Vous voyez qu'il y a la courbe est incroyablement régulière. Alors il faut savoir que ça ne date pas de 20 ans, ça a été mis au point par les historiens du climat, en particulier par Emmanuel Garnier et Laurent Ladurie. On sait depuis toujours que la mortalité majeure, maximale, le pic de mortalité dans notre pays, c'est essentiellement au milieu de l'hiver. Et ce qui est beaucoup plus intéressant et plus curieux encore, c'est que ce pic, il n'est pas tellement dû, contrairement à ce qu'on pourrait croire aux pneumonies, aux bronchites chroniques, mais surtout aux accidents vasculaires cérébraux et la maladie cardiaque ischémique, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde. Le froid, l'hiver, on sait que le pic de mortalité cardiovasculaire se fait en hiver, pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien. Deuxième importance, évidemment, du soleil, les rayons UV. Je pense que quelqu'un va en parler demain, si j'ai bien compris le programme. Je n'apprendrai rien vous apprendrai rien en disant que les UV, la toxicité, le caractère cancérigène des UV dépend en particulier du receveur. Il y a des gens qui font plus facilement des cancers que les autres. Que les radiations UV augmentent l'incidence des cancers de la peau et celle des mélanomes. Les deux, qui ne sont pas tout à fait la même chose. Le cancer de la peau est un cancer relativement facile à traiter, le mélanome étant une saloperie beaucoup plus difficile à traiter. Et enfin, que les UV sont aussi, mais que ce qui est moins bien connu, c'est qu'ils favorisent aussi la cataracte, le ptérygium et un certain nombre de maladies oculaires beaucoup moins fréquentes, mais tout aussi rares. Deuxième risque, le risque infectieux. Alors, j'ai beaucoup compris sur le risque infectieux grâce à un ami que vous connaissez peut-être, qui est pas très loin d'ici, à Montpellier, chez Jean-François Guégan, et puis je dois rendre hommage parce que son travail est absolument dominant sur la matière. La relation climat-maladie infectieuse a pendant très très longtemps été considérée comme une relation simple, sans problème, qui ne pose pas de problème. En fait, elle est beaucoup plus complexe et elle ne peut être isolée de son contexte. Je vais vous donner un exemple simple, le paludisme. On sait que la chaleur augmente, oblige le vecteur du paludisme, c'est une petite bête qui se fixe dans un moustique, oblige ce moustique à monter un peu vers le nord. Mais on sait aussi que, par exemple, que la chaleur augmente le nombre de parasites qui naissent dans l'abdomen du moustique en même temps. On sait aussi qu'il y a un traitement. On sait aussi qu'il y aura peut-être aussi un vaccin. Tout ceci fait qu'on pourrait craindre, à juste titre, que le paludisme apparaisse en France, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous avons un système de santé qui prévoit ça. Par contre, il est probable qu'il est actuellement en train d'apparaître dans des pays beaucoup moins équipés. Donc, si vous voulez, la diffusion des maladies infectieuses est un paramètre difficile à apprécier et qu'on est obligé de peser soigneusement en fonction du pays, du contexte, de la gouvernance de l'endroit où cela se passe. Vous remarquerez que je suis bien obligé de m'en tenir aux généralités. Vous m'avez, Monsieur le Président, donné un sujet difficile à traiter, donc je vais le traiter de façon un peu générale, mais je ne demande qu'à répondre à des questions précises plus tard. Et j'ai écrit un bouquin, comme vous voyez ici, dans lequel tout ce que je vous dis là est référencé avec précision. Je suis un membre actif de l'Association française pour l'exploration scientifique des médicaments. De nouvelles mutations bactériennes. Alors, il y a des mutations, on va en parler tout à l'heure, les nouvelles mutations. Vous vous rappelez tous quand ce virus de la grippe est apparu et que notre ministre de la Santé a voulu vacciner toute la France. Elle a eu raison de
pas le problème. Elle avait raison, parce qu'on n'en sait rien. On ne sait jamais si un virus ne va pas se mettre à virer, à devenir horriblement dangereux du jour au lendemain et à tuer 300 personnes par jour n'importe où. On n'en sait strictement rien. C'est le hasard. Alors, le troisième... Oui, c'est ça. Alors, le troisième point, c'est que le réchauffement climatique touche probablement d'abord les vecteurs. On va en parler tout à l'heure, c'est-à-dire les petites bêtes comme les moustiques ou les rats qui transportent l'agent pathogène. Alors, ces petites bêtes sont beaucoup plus sensibles au changement climatique que l'agent pathogène lui-même. Je vais l'illustrer dans un second. Et une des manières d'illustrer ça, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution. Cette notion est due à M. Kissing, ici, qui a illustré ça. Et c'est très simple. C'est que, normalement, vous avez un agent pathogène qui infecte un vecteur très efficace, qui va lui-même infecter le bonhomme. Mais en même temps, il va infecter d'autres vecteurs, d'autres bestioles, de façon inefficace, parce que la bestiole, elle ne touche pas l'homme, par exemple. Ou bien de façon très inefficace, parce que la bestiole, elle va tuer l'agent pathogène. Mais si vous diminuez le nombre de vecteurs, en diminuant la biodiversité, ce qui est l'exemple que je donne à côté, vous n'aurez plus qu'un seul vecteur, et si le malheur fait que c'est seulement le vecteur efficace qui existe, vous allez augmenter la pathogénicité de l'agent pathogène. Alors les exemples sont extrêmement nombreux, je vous les ai cités là, je vous en ferai grâce, mais il y en a probablement une cinquantaine actuellement. Et l'hypothèse, l'effet dilution est actuellement l'hypothèse assez solide, mais elle est presque trop simple pour être trop vraie. Elle est relativement vraie. Alors, les nouveaux germes. J'ai plagié un titre que vous connaissez bien tous, Le hasard et la nécessité, je ne vous apprends rien, c'est le bouquin célébrissime de notre prix Nobel. Les mutations, il y en a dues au hasard, comme je vous l'ai dit. Par exemple, il y a presque autant de variants du virus du sida qu'il y a de porteurs du virus du sida. C'est absolument ahurissant le nombre de variants. Les variants de rien du tout, un petit nucléotide, un tout petit bout d'ADN qui a bougé et qui ne change rien à la toxicité du virus. Ça, c'est le hasard. L'irruption d'une bactérie, des bactéries pathogènes dévastatrices, c'est un hasard, mais ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et non seulement madame, mais il est parfaitement stupide de penser qu'on puisse le prédire. Actuellement, c'est impossible. Alors il y a aussi la nécessité. Alors ça, c'est nous. Grâce à nos antibiotiques prescrits n'importe où, prescrits au besoin pour faire grossir une vache, grâce à nos antipaludéens, prescrits aussi n'importe où, voire de façon strictement préventive à des gens qui ne vont pas en pays infectés, grâce à nos antiviraux, à nos pesticides, etc. Les bactéries, la nécessité, elles font ce petit boulot de bactéries, c'est-à-dire qu'elles essayent de ne pas crever à cause de nos antibiotiques, par exemple, et elles fabriquent un petit mutant qu'elles sélectionnent par le processus évolutionniste ordinaire, le hasard des mutations et la nécessité de la survie. Et elle survit à cause de ça. C'est à cause de ça que, par exemple, on retrouve maintenant des mutants résistants à plusieurs antibiotiques, et on les suit à la trace en suivant, par exemple, les lignes de certaines compagnies aériennes. On suit à la trace certains mutants. Il y a un papier très, très intéressant dans une étude récente qui prend une compagnie aérienne et qui suit à la trace le mutant né dans le fin fond de la Californie, qu'on retrouve après ça aux Indes, et puis en Hollande, et puis etc. On dirait la même histoire que celle du cheval roumain. C'est un peu le même genre. Troisième risque, le risque immunologique. Alors celui-là est beaucoup moins bien connu, beaucoup moins bien perçu. Trop d'infections ou pas assez. Pourquoi? Eh bien, on doit à nos amis, au secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui est également membre de l'Académie de médecine, Jean-François Bach, d'avoir émis une hypothèse hygiéniste, qui est actuellement en train pratiquement de recueillir l'assentiment général, selon laquelle on sait que d'une part, on a un certain nombre de maladies dites auto-immunes ou allergiques, on les met dans le même paquet toutes les deux, c'est-à-dire dans les maladies auto-immunes, une des plus connues, c'est l'iléite de Crohn ou les iléites qu'on appelait autrefois fonctionnelles, la colique, comme ça, sans affection, ou la sclérose en plaques,
encore le diabète insulinodépendant, le diabète de type 1. Eh bien, l'incidence de ces maladies est en train d'augmenter et de façon considérable, et elle augmente au fur et à mesure que les infections diminuent. En d'autres termes, notre organisme qui n'a plus les infections contre lesquelles il doit se défend contre lui-même et crée ses auto-anticorps, des anticorps contre lui-même. La plus simple, il y a maintenant, il y a même, je crois même un journal sur le sujet. La plus simple démonstration, c'est celle qu'a fait Jean-François Bach il y a quelques années. L'incidence de certain nombre de maladies infectieuses entre 1950 et 2000 diminue de façon presque horizontale, et en même temps, l'incidence des maladies auto-immunes et allergiques augmente presque en parallèle. Alors, l'une des plus connues, des maladies assez allergiques, et dont l'incidence est un véritable problème d'urgence actuellement à Paris, et certainement par ici, c'est l'asthme, qui n'a pas vu un état de mal installé